Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence en ligne sur le bilan des visites de certification des établissements de santé pour la qualité et la sécurité des soins après 18 mois de déploiement déjà. Je commence brièvement par un mode d'emploi de cette conférence. Donc, pour interagir avec nous, vous avez en haut à droite de votre écran un onglet chat qui se manifeste par une bulle avec des points d'interrogation. Donc, n'hésitez pas tout au long des interventions, au fil des interventions, de poser vos questions sur ce chat. Et puis, il y a notre équipe qui va s'occuper de regrouper ces questions par thème. Et Anne Chevrier y répondra tout à l'heure dans un temps dédié aux questions-réponses aux alentours de 13 h. Nous vous remercions de bien vouloir vous identifier avec votre nom, avec votre fonction, avec le nom de votre établissement ou organisme en cliquant sur l'encart « Poser une question ». Tout à l'heure, à la fin de cette conférence, notre équipe mettra à votre disposition sur le fil de discussion du chat un court questionnaire pour recueillir votre perception du contenu des échanges et on vous remercie de bien vouloir le compléter avant de quitter la conférence. C'est pour ça que je vous en parle dès maintenant. Je réponds aussi par avance à une question que vous ne manquerez pas de nous poser. Oui, le replay de cette conférence en ligne sera mis en ligne sur le site de la HAS dans les prochains jours. Et par ailleurs, petit conseil technique, pour ne pas avoir de difficultés, soit à nous voir, soit à nous entendre, pensez à bien fermer toutes les pages Internet autres que celles que vous utilisez en ce moment sur l'appareil que vous utilisez. Et puis, si vous avez toujours des problèmes, vérifiez que aucun autre appareil n'est connecté à votre réseau pour que tout le flux soit disponible pour la conférence. Alors, à l'ordre du jour de cette conférence, et je pense qu'on a une slide suivante sur ce sujet. Je ne sais pas si vous arrivez bien à la lire, alors je vous en dis quelques mots. Pour commencer, ce sera de midi à midi un quart à peu près. Eh bien, l'équipe HAS de certification va vous présenter un bilan des résultats. Ensuite, à partir de midi un quart, eh bien, on partagera pendant 40 minutes les retours d'expérience de professionnels dont la visite s'est récemment déroulée. Et donc, vous verrez qu'on s'affiche à l'écran les invités qui sont les autres et qui, je les en remercie, ont accepté de venir participer à cette conférence aujourd'hui. 12h55, un mot de la présidente de la commission de certification des établissements de santé à la HAS, Madame Catherine Charne, sur le processus décisionnel. Puis ensuite, une brève présentation des ajustements du référentiel et des outils d'appropriation, ce qui nous amènera aux alentours de 13 h au temps de questions-réponses. Et puis, on conclura et on se quittera vers 13h30. Voilà le menu, voilà pour l'essentiel. Et pour démarrer, eh bien, c'est à Amélie Lancio, la directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé, que je donne la parole. Bonjour à tous, merci Emmanuel de me donner la parole. Bonjour et bienvenue et déjà merci par avance aux différents intervenants parce que les retours pour nous sont très importants. Comme vous l'a présenté Emmanuel Barra, le programme est dense pour ce webinaire. Pour commencer, donc les petits mots d'introduction que je voulais vous apporter, c'est que la certification sous son nouveau référentiel donc a été déployée en novembre 2020 avec des premières visites en avril 2021. Aujourd'hui, on est à près de 500 visites de certification. Les retours donc d'expérience de ces visites montrent que les acteurs de terrain sont sensibles à une évaluation qui est davantage orientée sur les pratiques professionnelles et sur les prises en charge des patients. Après 18 mois de déploiement, donc il nous semble important de partager avec vous ce premier bilan, donc ce qui sera fait. Le deuxième message que je souhaitais vous apporter là dans cette introduction, c'est que l'HAS continue à porter un regard attentif au contexte des établissements, l'évolution de la situation sanitaire et sociale des établissements de santé. Durant l'été, donc notre présidente et Catherine Gindre, ici présente, ont envoyé des courriers demandant à une contextualisation et à savoir quelles étaient les difficultés ou pas rencontrées sur le terrain et avec possibilité de report des visites si nécessaire. Donc,
pour vous montrer en fait que les modalités de déploiement des visites sur l'ensemble des territoires continuent en fait d'être pensées selon un calendrier très adapté et j'allais dire assez minutieux pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions et nous y sommes très attentifs, nous, au sein de l'HAS. Donc, cette conférence aujourd'hui va être l'occasion d'échanger. J'espère qu'il y aura le plus possible d'échanges et qu'on pourra répondre à vos questions. On présentera aussi les ajustements du référentiel pour 2023 et discuter aussi des perspectives avec vous. Voilà, je laisse la parole à Emmanuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, c'est donc maintenant Anne Chevrier qui est la chef du service certification et Loïc Héribin qui est son adjoint, qui vont vous présenter le bilan des résultats de certification depuis les 18 derniers mois. Bonjour à tous, donc nous n'allons pas reprendre d'abord en termes de délai, on ne serait pas cohérent et puis vous connaissez tous, nombreux connaissent bien maintenant le dispositif de certification, mais il nous semblait important de faire un petit point puisqu'il y avait des ambitions et de faire un point sur les ambitions sur lesquelles nous nous étions fixés par rapport à la certification, que je rappelle c'était de médicaliser, de simplifier et s'adapter dans ce nouveau dispositif. Alors médicaliser, ce que l'on concevait, c'était de passer d'une culture de moyens à une culture de résultats. Et donc, vous voyez que par rapport à ça, on voulait être beaucoup plus de terrain, être à l'écoute des usagers. On voulait simplifier au global, c'est depuis le début, mais aussi s'adapter avec des critères adaptés. Alors, qu'en est-il ? En ce qui concerne la médicalisation, nous avons donc à ce jour, relevé des compteurs au 31 octobre, réalisé plus de 16 000 traceurs. Et vous voyez parmi ceux-là, plus de 6 600 patients traceurs, plus de 3 000 parcours traceurs, 6 700 traceurs ciblés et 7 400 audits de système avec en tout, puisque les observations, nous les réalisons à chaque fois que nous faisons un traceur, donc sur les 3 premières méthodes, au global, plus de 16 000 observations. Donc vraiment, l'objectif de démultiplier une méthode qui fonctionne bien, qui est prônée par tous en ce qui concerne les patients traceurs, vous avez vu qu'on les a démultipliés. Les traceurs ciblés, c'est vraiment centré sur les pratiques de soins, donc c'est quelque chose sur lequel nous avons un bon retour. Et sur les observations, là aussi, qui nous remontent beaucoup de choses. En ce qui concerne les audits de système, alors comme vous le savez, c'est soit en interrogeant et en discutant avec la gouvernance, mais aussi pour effectivement évaluer la transposition et la mise en œuvre effectivement de certaines politiques qui sont décidées ou des organisations pour vérifier ce qu'elles sont mises en place. Eh bien, il y a eu plus de 2841 audits de système faits auprès des équipes pour effectivement rencontrer les professionnels de terrain. En ce qui concerne la mobilisation des profils des experts, on a beaucoup médicalisé aussi. Il y en a donc une grande majorité qui ont été réalisés par des experts visiteurs médecins. Au total, il y a eu donc 2979 missions, hein, puisque sur l'ensemble des visites que nous avons réalisées, il y a un panel entre 3 et parfois plus de 10 experts qui sont mobilisés pour chaque visite. Donc, 2979 mobilisations mobilisations et vous voyez 353 experts visiteurs médecins qui ont été mobilisés avec des médecins centrés patients traceurs. En ce qui concerne la simplification, nous avions voulu une transparence et une lisibilité. Donc là, nous avons des échos et des retours sur un dispositif qui est plus lisible. Nous l'avons voulu aussi d'une lisibilité identique pour les établissements et pour les experts visiteurs, et ça, nous avons également un bon retour. Même si vous le savez, nous faisons j'y reviendrai tout à l'heure, des adaptations en ce qui concerne la lisibilité pour pouvoir l'améliorer d'année en année sans changer le contenu.
Vers plus d'autonomie et de souplesse, on a supprimé, bon, je rappelle, la fiche interface entre les l'HAS et les ARS, mais on a surtout supprimé l'obligation de transmettre une auto-évaluation de la part des établissements, ce qui a allégé grandement le dispositif pour les établissements. Les délais de publication, alors nous les avons, alors au démarrage sur les premières visites, effectivement, nous n'avions pas un système d'information qui nous permettait de traiter rapidement et la commission de certification de fonctionner avec cet outil. Donc, il y a eu un petit délai au démarrage, mais depuis, eh bien, nous tenons les délais, c'est-à-dire que les rapports sont effectivement transmis, les rapports de fin de visite, sous 15 jours aux établissements. Et les rapports de décision, eh bien, on a réussi à ce que toutes les visites réalisées avant le 1er juin et toute une décision au 30 septembre, et on reviendra sur les délais tout à l'heure, mais nous sommes maintenant dans des délais bien plus raisonnables et améliorés par rapport au dispositif antérieur. Le dernier point, c'est s'adapter. Donc, s'adapter, on a fait des efforts pour personnaliser le référentiel, mais également, Amélie vous en a parlé tout à l'heure, la prise en compte du contexte. Donc, en demandant aux établissements de faire une note de contexte en amont de la visite, ça permet premièrement d'adapter le calendrier en fonction des tensions particulières de fermeture de lits, etc. Donc de bien s'adapter. Et ça peut permettre aussi d'avoir des éléments d'explication sur des résultats de visite. Mais là, on y reviendra tout à l'heure. Ça ne change pas forcément le niveau de qualité qui sera porté, mais ça permet de donner quelques éléments d'explication et ça, c'est important. Et puis s'adapter, j'en faisais écho tout à l'heure, mais on y reviendra au cours de ce webinaire. Ça nous a permis aussi d'ajuster annuellement le référentiel. Nous avons publié il y a peu de temps le référentiel qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2023 pour à la fois actualiser les nouvelles recommandations réglementaires ou les nouvelles recommandations de bonnes pratiques et puis améliorer la lisibilité, adapter au mieux les méthodes sans revenir sans changer le fond, mais dès qu'on peut s'améliorer, eh bien, saisissons ces occasions pour nous adapter. Et bien sûr, avec les parties prenantes. Je vais passer la parole à Loïc qui va vous présenter les résultats. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je pense que si, effectivement, toujours au 31 octobre, eh bien, ce sont déjà près de 650 visites qui ont été réalisées depuis avril 2021. Et vous le voyez sur le calendrier, eh bien, on continue à monter sur le nombre de visites annuelles avec une année 2023 très chargée, idem pour 2024. Et puis après, on commencera à redescendre en 2025. Et on retrouvera en 2025 les établissements certifiés dans le courant de l'année 2021. Donc, une fois qu'on a regardé ces résultats, je vais juste passer à la slide suivante. Voilà. Ces résultats, quand on les regarde en répartition, eh bien, on constate une très large majorité d'établissements eh bien, atteignent le niveau certifié, ce qui est l'attendu de la HAS. C'est près des 2/3 des établissements qui atteignent ce niveau de certification. Un petit quart d'établissements certifiés avec mention, c'est-à-dire les établissements qui vont au-delà des attendus de la HAS et notamment sur les critères avancés, et puis autour de 15%, 16% précisément d'établissements qui ne sont pas certifiés, soit parce qu'ils sont certifiés sous conditions, soit parce qu'ils ont été non certifiés, ce qui est à date le cas de 7 établissements. Donc, je vous disais, près de 600 visites, près de 500 décisions qui ont d'ores et déjà été prises, et c'est sur ces 500 décisions que les chiffres que je vais vous présenter se basent. Juste pour vous rappeler ce que vous connaissez peut-être déjà, la structuration du référentiel en 3 chapitres, le patient, les équipes de soins et l'établissement de santé, chapitres eux-mêmes déclinés en 15 objectifs qui sont précisés dans ce référentiel. Alors, quand on regarde les résultats en les détaillant un peu, commençant par les établissements certifiés avec mention, c'est-à-dire les établissements qui vont au-delà des attendus de la HAS et qui traduisent
le top de ce qu'on a pu voir, et bien, vous voyez les résultats ici. Au global, les établissements certifiés avec mention atteignent des résultats de 98% sur le chapitre 1 et 2, 97% sur le chapitre 3. Et quand on regarde les autres types de décisions qui ont été prises, on voit que les établissements certifiés atteignent un score global de 97% sur le chapitre 1. C'est un peu en dessous pour le chapitre 2 pour les équipes de soins et pour l'établissement. Et la différence entre les établissements certifiés avec mention et ceux certifiés, eh bien, se manifeste ici. C'est évidemment encore plus flagrant avec les établissements certifiés sous condition, avec un réel décrochage sur le chapitre 2 et le chapitre 3, puisque sur ces deux chapitres, on est à près de 20 points ou 15 points de l'attendu de la HAS, qui reste évidemment les 100%, et évidemment, c'est encore plus flagrant, même si l'échantillon est plus petit, donc ça fait des variabilités plus importantes, sur les établissements non certifiés, particulièrement sur le chapitre 1 à plus de 15 points de l'attendu et à plus de 30 points de l'attendu sur le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc vous voyez que ces résultats sont assez visuels quand on les redétaille par type de décision. Alors ça, c'était à l'échelle des chapitres. Quand on regarde ces résultats à l'échelle des objectifs, là aussi, on voit bien une différence d'atteinte des attendus de la HAS sur les 15 objectifs que vous retrouvez ici. Et là, on voit bien comment les établissements certifiés avec mention, c'est-à-dire la courbe verte, eh bien, frôlent l'attendu de la HAS. Et plus on se rapproche des niveaux de certification péjoratifs, plus on se rapproche du cœur de la cible de ce radar, et donc plus on s'éloigne de l'attendu de la HAS. Et, sur les objectifs. Même logique sur les critères impératifs. Alors, on n'a pris que les critères impératifs génériques qui s'appliquent donc à tous les établissements, l'échantillon étant un peu trop petit sur les critères spécifiques. Et on retrouve bien la même logique, c'est-à-dire que des établissements certifiés avec mention qui atteignent les 100%, voilà, ou en tout cas qui sont à 1 point ou 2 des 100% pour les établissements certifiés. Et plus on a un niveau de certification moins positif, et ben, plus on s'éloigne du bord du radar pour se rapprocher du cœur de la cible. Et là encore, et ces radars où les résultats qu'on présentait au début ont cette vocation de montrer la différence réelle qu'il existe entre les différents niveaux de certification sur les résultats chiffrés. Et on y reviendra tout à l'heure. Évidemment, ces résultats chiffrés sont travaillés en cohérence avec les synthèses qui sont rédigées par les experts visiteurs. Et c'est bien cette balance entre les chiffres et le texte qui permet à la commission de prendre une décision. On y reviendra un peu plus tard. Sur les critères, eh bien, vous voyez ici les 6 critères qui s'éloignent le plus des attendus. Plus on est dans la partie fine de la flèche, moins on est éloigné, et plus on descend, plus on s'éloigne. Et vous retrouvez ici les 6 critères qui aujourd'hui sont ceux pour lesquels on a des résultats les moins positifs, notamment autour de l'implication des usagers. Et Annie Morin y reviendra tout à l'heure, donc je ne le redétaille pas ici. Mais vous le voyez aussi sur l'information des patients sur les directives anticipées, la capacité les équipes qui travaillent autour de leurs propres résultats cliniques pour améliorer leurs pratiques et leurs organisations. Et ce sujet encore plus prégnant, en tout cas c'est ce que nous donnent les résultats dans les secteurs de soins critiques. Un petit point rapide aussi sur les questionnaires de satisfaction, puisque vous le savez, vous recevez à la fin de votre visite un questionnaire qui nous sert aussi à piloter. Alors, il y a beaucoup de verts, c'est une bonne nouvelle, mais il y a aussi des points sur lesquels il faut qu'on continue de travailler, notamment sur le programme de visite et sur l'adaptation à l'activité réelle de l'établissement, et puis également sur la communication des experts visiteurs et sur la formation. Ce que disait Anne tout à l'heure, on a des méthodes qui sont pour le coup appréciées par des établissements qui parlent au terrain, et je crois aussi que ces résultats de satisfaction le démontrent. C'est bon pour moi, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup Loïc pour ce bilan. Je vous propose maintenant qu'on donne la parole à ceux qui ont vécu l'expérience d'une visite de certification. Et j'ai justement à ma droite le professeur Rosenberg. Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous étiez le président de la CME du CH intercommunal de Poincy-Saint-Germain-en-Laye lors de la visite de certification qui a eu lieu en avril. Et ma première question, qui est un peu double, est la suivante. C'est quoi votre vision de la fonction de président de CME en établissement de santé? Et
Comment, à vos yeux, il impulse auprès de la communauté médicale la démarche qualité au sein de cet établissement? Oui, alors, j'avais eu l'occasion d'en parler un petit peu avec une de vos collègues. Alors, j'avais fait une réponse spontanée, puis alors, vous m'avez amené à réfléchir. C'est-à-dire que je n'avais pas poussé le raisonnement tel que la question que vous m'avez posée. En réalité, la réponse, elle est complexe. Je vous ai donné une réponse simple, mais en réalité, c'est très complexe. Alors, la vision du président de CME, je peux vous dire, c'est, disons que j'ai vécu ma fonction, je dirais, presque intuitivement. Vous voyez ce que j'avais pas, voilà. Mais en analysant ce que j'ai fait et puis ce qui s'est passé, je vous dirais plusieurs choses. D'abord, c'est la bienveillance. C'est la première des choses. Bienveillance vis-à-vis des soignants. Au sens large, quand je dis les soignants, c'est pas seulement les médecins, les sages-femmes, les infirmières, etc. Et c'est bienveillance vis-à-vis des directions. C'est important aussi. Non, c'est important, parce que j'y réfléchis, parce que c'est des points que je n'avais pas analysés. En fait, on m'avait forcé à analyser des choses que je n'avais pas analysées. Vous avez post-rationalisé ce oui, que c'est vous ça, avez mis en œuvre. Ouais. Ce que je faisais intuitivement, je ne l'avais pas rationalisé. Je réalisais de façon assez intuitive. Plus, c'est ça, l'intelligence émotionnelle que l'intelligence intelligence, vous voyez ce que je veux dire, et que le rationnel. Clairement, je pense que déjà, quand je réfléchis, ce qui s'est passé, c'est que le président CME, tout d'abord, avant de devenir président, il faut être sûr qu'il puisse y avoir une adéquation avec le directeur. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est pas de voter pour quelqu'un qui va représenter les médecins, c'est qu'il faut que ceux qui se présentent ne se présentent que s'il est sûr qu'il doit travailler avec le directeur. Parce que se retrouver en opposition sur des sujets majeurs, c'est bloquer le fonctionnement de l'hôpital. C'est pas possible. Donc il faut partir du principe que il doit y avoir. peut fonctionner. Pardon, oui, il faut que ce bilan, oui. Ah, d'accord. Oui, voilà. Alors, une fois que ce préambule est fait, de la bienveillance vis-à-vis des médecins, vis-à-vis des soignants, vis-à-vis de la direction. Et puis, le deuxième point, c'est d'être aussi, je dirais, fluidifier les relations humaines. Ben, clairement, je dirais qu'on le voit bien, comme dans toute entreprise, on dit l'élément limitant, c'est l'être humain. C'est sûr que s'il n'y avait pas d'être humain, ça marcherait beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'en médecine, c'est difficile qu'il n'y ait pas d'être humain, ni du côté patient, ni du côté soignant. Donc, une fonction majeure, la fluidification. Et oui. alors, du coup, et la communication, la communication, en fait, beaucoup de problèmes viennent d'incompréhension mutuelle ou de mauvaises interprétations. D'accord. Et ceci, alors, pardon de vous couper, comment ça se traduit dans la manière d'impulser auprès de la communauté médicale la démarche qualité? Oui, ça c'est une autre question, mais qui est aussi complexe. Alors, je dirais d'abord, la première chose, sincèrement, c'est que alors moi, ça fait des années que je dirige un DU qui s'appelle Gestion du risque et travail en équipe. Donc, je dirais que c'est parce que moi-même, j'avais été sensibilisé à cette problématique que je peux sensibiliser ceux qui ne sont pas déjà préalablement imprégnés de cette culture du risque ne peuvent pas l'enseigner parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance que l'organisation du soin présente dans la prévention de la gestion du risque. Et après, toutes les spécificités, les subtilités du travail en équipe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, déjà, si on n'a pas conscience de ça, on ne peut pas aller plus loin. J'entends. Et après, il faut s'appuyer, parce que une fois plus, on va bien réfléchir. En fait, il faut s'appuyer sur la. D'abord, il faut connaître le sujet. C'est pas possible de ne pas le connaître. On ne peut pas le déléguer. C'est un sujet qui ne peut pas être délégué. Et deuxièmement, je dirais, il faut s'appuyer. Il y a je suppose que toutes les structures hospitalières ont une cellule de gestion du risque. Il faut s'appuyer dessus parce qu'il faut organiser régulièrement des réunions avec les chefs de service, avec les chefs de pôle, pour mettre en place ces indicateurs. Et alors, une fois de plus, c'est pareil, je me suis posé des questions et j'ai réalisé, après, donc on met en place des indicateurs quantitatifs. Il y a bien les rapports de pôle, alors on nous donne des chiffres sur, je ne sais pas, moi je parle de votre spécialité, le nombre de naissances, les gens de couche. Je n'ai pas vu d'indicateur de qualité. Et je me dis, mais merde, mais c'est quand même pas là. Par exemple, vous, c'est un indicateur que vous avez mis comme impératif, et je suis entièrement d'accord, parce que c'est l'hémorragie du postpartum. Pourquoi c'est un indicateur qui est très intéressant? Parce qu'on sait que dans 80% des cas, c'est évitable. Donc, parce que
Ce que je veux dire, c'est que si je regarde la mortalité néonatale, ça peut être un indicateur inévitable comme inévitable. Si je suis parmi les grands prématurés, si vous me calculez ma mortalité, c'est pas un bon indicateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, trouver un indicateur de soins qui se relève, qui reflète la qualité du soin, c'est quelque chose de très difficile. Bon, donc celui que propose la HS, il fait sens. Celui-là, il fait absolument. On a de la chance. Pour les autres, non, celui-ci, il fait sens parce que non, mais pour nous, obstétriciens, ça fait des années que l'hémorragie du postpartum, pendant des années, c'était la première cause de mort maternelle. Ouais. Ça ne l'est plus. C'est donc quand même qu'il y a un travail qui a été fait, avec une prise de conscience. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi la fonction de la HS, c'est de faire prendre conscience sur des thématiques de santé publique qu'on n'a pas toujours. Hein. Si on revient à la visite d'avril 2022, donc à Poissy-Saint-Germain-en-Laye, vos collègues, vos confrères, comment est-ce qu'ils ont perçu cette visite? Et qu'est-ce que ça a eu comme impact à votre avis? Mais d'abord, comment ça a été perçu par vos collègues? Oui, alors je veux dire, il y a deux choses. D'une part, je pense qu'il y a un bon nombre de médecins qui pensent que c'est, je veux dire, un passage obligé. C'est-à-dire que ni négatif ni positif, mais que ça fait partie. Doit être. Ça doit être, ça se respecte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. C'est normal que l'audit soit fait, si je puis dire. Donc, et ça, je dirais que ça représenterait peut-être, c'est difficile d'affirmer, plutôt quand même une majorité de médecins. Ouais. Mais disons que la temporalité faisait que, et ça s'est revenu assez souvent, et puis on ne peut pas vous le reprocher, mais faire la certification le lendemain du Covid, c'était pas le moment le plus opportun. Si vous voulez. Et puis, j'avais un des collègues qui avait sorti en prison, qui m'avait fait mourir de rire. Alors peut-être c'est un peu caricatural, mais il a dit on nous demande de faire la vaisselle quand la maison prend feu. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, in fine, après la visite, une fois que ça a été fait, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils sont restés sur cette vision hantée ou est-ce que non, est-ce qu'ils l'ont vécu? Écoutez, lors du rapport, vous étiez présente, je pense que c'était plutôt bien vécu. Hein, mais je pense que c'était bien vécu parce que ce qui a été observé par les certifiés, si je puis dire, les futurs, n'était peut-être pas non plus tout ce qu'ils imaginaient. C'est-à-dire qu'on a vu quand même des réunions préliminaires sur le patient traceur, sur le dossier traceur, etc., sur tout ce qui allait être fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de surprise. Mais je pense que là-dessus, je vous l'ai dit d'ailleurs lors de cette réunion, le respect, l'humanité, la bienveillance dont est fait preuve les équipes qui est fondamentale, parce que les messages ne peuvent être entendus que quand l'expression britannique c'est no shame, no blame, c'est comme ça qu'on avance, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, je pense que ça a été perçu de façon très positive le jour du rendu de la certification. D'accord. J'ai le souvenir, si ma mémoire est bonne, vous aviez aussi cette réflexion qui était de dire que finalement, mine de rien, c'était quand même intéressant d'avoir un regard externe et que ça permettait… Oui, tout à fait vrai. Alors c'est tout à fait vrai ce que vous dites, parce que quand il y a eu cet audit, le rendu, je me suis rendu compte d'un piège dans lequel on est constamment, alors c'est hyper connu en médecine, c'est la normalisation de la déviance. C'est-à-dire que je vis, par exemple, soit dans des locaux qui sont complètement inadaptés, mais comme ça fait 20 ans que j'y vis, je ne vois même plus que c'est inadapté. Et puis, où j'ai des pratiques qui sont devenues inadaptées, mais comme ça fait des années qu'elles sont inadaptées, c'est devenu la norme. Et le fait d'avoir un regard extérieur qui vous dit, mais attendez, regardez, alors il y a un exemple qui était caricatural. Enfin, vous savez, c'est la psychiatrie, quoi. C'était caricatural. Et sans ça, que c'est plutôt positif aussi, ça m'a fait réfléchir. C'est qu'en réalité, cette certification, elle rend service. Elle rend service d'abord aux patients, ça c'est clair. Elle rend service aux médecins parce que ça le change. Mais ça rend service aussi à la direction aux médecins parce que des fois, quand vous expliquez qu'il y a quand même presque une atteinte à la dignité humaine quand on voit les locaux de la psychiatrie, bon, ça booste la direction à faire des travaux, ça déculpabilise d'avoir des frais supplémentaires alors qu'il y a déjà été en déficit, et puis les médecins, ça leur permet de retrouver eux-mêmes de la dignité parce que leurs patients sont des conditions plus dignes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté positif, mais il faut le voir, mais il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Tout à fait. Si vous aviez un message à faire passer aux établissements, aux communautés médicales qui vont avoir leur visite dans les prochains mois, si vous aviez une chose à leur dire, à ceux qui vont avoir leur visite. Ah non, mais je pense qu'il y a une chose, je dirais, il faut le voir de façon positive, c'est constructif.
C'est constructif, voilà. Okay. Je pense que c'est constructif. Bon, après, moi, je ne fais pas partie de l'autre simple, je ne revendique pas, hein, pas du tout. Mais je pense que, je suppose qu'il y a quand même une éducation préalable avant d'aller envoyer des médecins sur le terrain. Ah, bien sûr. Voilà, donc on voit très bien que ce sont des professionnels qui savent. C'est pas en fait, c'est pas une inquisition. Hein. Voilà, il ne faut pas tirer ça. Merci. Voilà. Non, c'est important parce que c'est des anciens concepts qui seront obsolètes, quoi. Bah écoutez, vraiment, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers l'équipe du centre hospitalier de Valenciennes. Je pense qu'on a, alors à distance, mais parmi nous, à la fois Monsieur Bourré, qui est le directeur du CH de Valenciennes, et puis vous êtes accompagné, je pense, de votre directeur de qualité, Monsieur Stéphane Riant, et d'une ingénieure qualité, Odile Desmoulins. Donc vous, votre visite, c'était en mai 2022, et votre établissement de santé a d'ailleurs été certifié avec mention, félicitations, en septembre 2022. Monsieur Bourré, peut-être une première question. Qu'est-ce que vous avez identifié comme levier pour impulser une dynamique autour des enjeux de qualité et de sécurité des soins dans votre établissement? Bonjour à tous d'abord, et puis pour répondre à la question, c'est une démarche collective en fait qui s'est passée dans l'établissement. On a au niveau du centre hospitalier de Valenciennes un management qui est extrêmement participatif avec une délégation très forte au niveau médical, et on n'a pas eu en fait à véritablement engendrer une dynamique pour la certification, puisque quand on est comme ça dans une démarche très participative, on va dire inhérente à l'organisation de notre hôpital, on a déjà les grandes composantes métiers, donc font partie bien évidemment la qualité, qui sont déjà opérationnelles. Et en fait, le levier, ça a été, pour un directeur général, si je réponds à mon niveau, ça a été de faire confiance et de continuer à faire confiance à l'ensemble du personnel hospitalier pour répondre à des questions qui répondent au quotidien, mais qui là étaient un peu plus structurées, bien évidemment, pour entrer dans la structure et dans l'exercice de la HAS. Et donc voilà, donc moi j'ai essentiellement accompagné le dispositif qui a été mis en place pour la certification, mais qui existe au quotidien, puisque au quotidien, nous, on a la présidence de CME qui gère la qualité et la sécurité des soins, et puis après on a une direction de la qualité qui est également là pour aider à apporter un support méthodologique sur la qualité. Puis après, dans les pôles également, on a tout un système de diffusion de la qualité qui va d'un agent qui est un agent de terrain à également à des référents qualité qui sont présents dans chacun des pôles. Donc voilà, donc c'est surtout, si j'avais à donner une synthèse de ce que je viens de dire, c'est la confiance dans un esprit collectif d'un établissement qui est pour Valenciennes un établissement de grande taille. D'accord. Et comment est-ce que vous avez perçu l'implication des équipes dans cette certification, une fois la confiance accordée? Alors, comme je vous l'ai dit, l'implication, elle est au quotidien au niveau du centre hospitalier de Valenciennes, puisque la délégation, elle est extrêmement forte. Et donc, quand est arrivé le processus de certification, ça n'a pas été quelque chose qui a été vu avec une défiance. Ça a été vu comme un moyen, justement, peut-être de montrer qu'effectivement, la qualité faisait partie de notre quotidien. Donc, il y a eu une vraie appropriation de la démarche qualité, avec bien évidemment une phase préparatoire hein, que l'on a fait pour être bien certain que l'on rentrait sur les réponses aux questions posées. Donc, il y a eu des certifications à blanc, il y a eu des processus qui ont été étudiés de manière un peu plus précise, mais globalement, on va dire que la démarche au niveau médical et soignant, elle était déjà présente dans l'établissement par notre management participatif, et donc il n'y a pas eu une dynamique à mettre en place, il y a juste eu à un moment donné à mettre des échéances, on va dire, sur cette dynamique. D'accord. Donc on arrivait dans un terrain où les choses étaient déjà, enfin où la démarche en fait était déjà inscrite
dans la logique de l'établissement. Et du coup, comment est-ce qu'elle a été perçue? Alors peut-être d'un point de vue plus opérationnel, cette visite de certification par les professionnels, peut-être aussi par les représentants d'usagers, en termes de calendrier, en termes de comment est-ce qu'ils ont perçu cette visite? Alors, au niveau des usagers, là, c'est pareil. Les usagers sont au quotidien chez nous. Hein, donc, on a une commission des usagers qui est extrêmement active et qui intervient régulièrement. On a également des actions au niveau des usagers qui sont aussi représentées dans les instances. Et puis également, on a un label qualité qui est délivré par les usagers au sein de nos services pour tout ce qui concerne les conditions d'accueil au niveau des prises en charge. Donc, les usagers ont été extrêmement intéressés par la démarche et également se sont mis dans cette dynamique. Voilà. Et eux, ils ont trouvé cette démarche extrêmement intéressante et ils ont trouvé également des réponses sur des questions qui pouvaient se poser. Donc, ça a été un challenge, on va dire, si on peut dire comme ça, qui a été positif pour l'ensemble de l'établissement. Merci beaucoup. Je me tourne vers la direction de la qualité. C'est quoi votre place, c'est quoi votre rôle à vous en tant qu'équipe qualité dans la démarche de certification? Oui, bonjour à tous. Comme l'a expliqué M. Bourret, on a de nombreuses démarches participatives et donc nous, plus concrètement, on s'appuyait sur ce qu'on appelle notre comité qualité qui est représenté avec la participation des animateurs qualité et également de nombreux experts. Et donc, notre rôle, c'est vraiment un rôle d'accompagnement et d'aide auprès du terrain. Donc, je dirais, notre première mission, c'est vraiment de s'approprier, de comprendre la méthodologie, les méthodes qui... Et ensuite, comme on a vite compris qu'en fait, c'était vraiment une démarche vers le terrain, pour le terrain, cette démarche a été de bien faire comprendre aux professeurs et de les aider également à mettre en valeur tout le travail quotidien qui est fait à leur niveau. Parce que trop souvent, lorsqu'on réalise des évaluations de terrain, cette valorisation n'est pas suffisamment faite. Donc, ça a été vraiment le rôle de, je dirais un petit peu d'alerter, mais de service de fil conducteur, de s'appuyer sur l'ensemble de ces critères. Pour certains, c'était la nécessité de les consolider. Pour d'autres, c'était... Je propose que ce soit Mme Moulin qui reprenne peut-être la question. Oui, Monsieur Ruyant, sachez juste que la connexion n'est pas excellente, donc vous êtes interrompu de temps en temps. Et du coup, je me permets de me tourner vers Madame Desmoulins, peut-être pour vous poser la question, est-ce que vous avez le sentiment que votre position de responsable qualité a évolué avec ce nouveau dispositif de certification, si tant est que votre équipe ait pu faire la différence avec le dispositif précédent, mais qu'est-ce qui a changé avec ce nouveau dispositif de certification? Est-ce que ça a changé des choses? Alors, ce qui a changé depuis faut que je parle plus fort. Ce qui a changé depuis notre précédente certification, c'est la mise en place d'animateurs qualité dans les pôles, comme le disait M. Bourret, qui sont un peu les relais sur le terrain. Donc, notre travail a été effectivement de leur transmettre la méthodologie, mais aussi pour nous d'aller beaucoup sur le terrain et d'embarquer, je dirais, l'ensemble des professionnels à la préparation de cette certification, parce que nos professionnels soignants n'ont pas l'habitude de mettre en avant leurs bonnes pratiques. Et là, en l'occurrence, dans la rencontre avec les experts visiteurs, c'est ce qu'on leur demande. Donc, il a fallu leur apprendre à évoquer leur quotidien. Il a fallu aussi les aider à être confiants face à la visite des experts visiteurs, parce que, comme on l'a dit, cette certification est terrain. Dans notre établissement, pratiquement l'ensemble des services de soins ont été rencontrés par les experts visiteurs. C'est quand même la première fois qu'autant de professionnels sont rencontrés. Et donc, nous, on les a préparés à cette rencontre avec les experts visiteurs. Et on s'est appuyé aussi sur les expertises médicales, les commissions comme le CLUD, le CLIN, qui ont repris leur rôle à travers la gestion des critères impératifs, par exemple, puisqu'évidemment, il faut se focaliser sur ces critères impératifs. Et notre travail, ça a été un petit peu de mettre en œuvre tout ce collectif
pour upgrader, je dirais encore, notre niveau de culture, qualité et sécurité des soins. D'accord, et peut-être alors juste une dernière question, si je vous comprends bien. Est-ce qu'on peut dire que la visite permet davantage de mobiliser les acteurs qu'auparavant? Bien évidemment, encore plus qu'avant, mais de façon, je dirais, différente par rapport à d'habitude. De toute façon, toute certification est une démarche positive qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Et cette certification, étant donné que tous les professionnels sont concernés et tous vont travailler de concert pour acquérir je dirais, ce label de haute qualité des soins, on est dans une démarche très participative, plus, je dirais, et notre travail, ça va être de maintenir tout cela. Et donc, en ce qui concerne l'hôpital de Valenciennes, on a fait le choix de mettre en place une certification interne qui se passera tous les 2 ans et qui sera réalisée avec les professionnels de terrain qui seront évaluateurs, donc à la fois des médecins qui joueront le rôle d'experts visiteurs médecins, nos médecins internes qui auditeront les parcours patients, les parcours traceurs, les patients traceurs d'autres pôles. Cette certification nous a permis, je dirais, presque d'atténuer la notion de pôle et de reprendre le sens du parcours du soin. Et on remercie quand même, il faut le dire, l'ensemble des chefs de pôle et l'ensemble des équipes médico-soignantes qui, elles, étaient face aux experts visiteurs, parce que nous, on peut les préparer autant qu'on veut, mais ce n'est pas l'équipe qualité qui va être rencontrée par les experts visiteurs. Donc, un grand merci à eux. Simplement, l'objectif de cette certification a été aussi une reconnaissance de la qualité du travail des professionnels de terrain dans leur quotidien. Et ça, suite à une crise sanitaire Covid, ça fait beaucoup de bien aux équipes d'avoir cette reconnaissance. Bon, écoutez, là, moi, je peux que dire bravo. Enfin, je suis assez impressionnée et puis très, très intéressée par cette idée qu'en effet, tous les 2 ans, vous arriviez à impulser ça et que, du coup, la certification ne se passe pas que le temps d'une visite, mais soit vraiment inscrite dans la durée avec les équipes médicales. Bravo, il n'y a rien d'autre à dire. On parlait tout à l'heure des usagers et donc je me tourne vers Annie Morin. Vous êtes administratrice chez France Assos Santé en Occitanie et vous êtes représentante des usagers. Et du coup, je pense que vous êtes sûrement assez bien placée pour nous dire comment vous pensez que la certification est perçue par les représentants des usagers. Alors, oui, c'est bien de préciser que ce retour d'expérience, bonjour à tous d'abord, je le fais à partir bien sûr de mes mandats, puisque je suis dans des établissements de santé. Je le fais à partir de ma participation aux travaux de la Haute Autorité de Santé, bien sûr, et je le fais aussi à partir de l'animation du réseau des représentants des usagers, notamment dans ma région. Alors, pour commencer à répondre à votre question, lors des toutes premières démarches de certification, qu'on appelait accréditation à l'époque, dans les établissements de santé, les représentants des usagers disaient que cette démarche nous avait fait sortir de l'ombre. Maintenant, quand même, pour la majorité d'entre eux, ils ont plutôt tendance à dire que la Haute Autorité de Santé nous a rendus incontournables. Mais ils disent aussi pour certains qu'il y a encore du chemin à parcourir et que la volonté de s'impliquer et de nous impliquer n'est pas toujours au rendez-vous. Je me permettrai de dire que ce qui les démotive en particulier, c'est le fait qu'ils ont quelquefois le sentiment qu'on leur en demande toujours plus, alors que quelquefois les fondamentaux ne sont pas appliqués. J'en veux pour preuve la difficulté dans certains établissements, de plus en plus rare, entre guillemets, d'accéder au courrier des patients qui, de leur point de vue, cette difficulté est encore trop fréquente. Je trouve, parmi les représentants des usagers que je rencontre, il y en a en moyenne 2 sur 10 qui me font part de cette difficulté. Alors, pour en revenir à la certification, elle a fait bouger les lignes. C'est l'avis général. Les représentants des usagers sont beaucoup plus sollicités.
les deux parties, en fait, sont amenées à se poser la question de leur responsabilité en matière d'implication. Et j'ai envie de dire que le renouvellement des commissions des usagers en fin d'année est une opportunité peut-être de se poser les bonnes questions sur les conditions à remplir pour que chacun fasse sa part. D'accord. Écoutez, vraiment, merci beaucoup. Et puis, c'est bien d'apporter aussi, parce que jusqu'ici, on a eu des témoignages excessivement positifs. Donc, c'est important aussi, et je pense que vous avez bien insisté, sur ce qui mérite encore d'être amélioré, même si la certification a fait pas mal de choses pour rendre en effet les représentants d'usagers incontournables. Par rapport à l'engagement du patient, c'était en fait aussi, ça faisait partie des questions. On pense, enfin les représentants des usagers, et moi en particulier, nous pensons que la certification a donné du sens au recueil de l'expression du patient et de ses proches. Ce recueil, en fait, n'est pas nouveau quand on regarde bien. Il a commencé il y a 20 ans en arrière, dès la mise en place des enquêtes de satisfaction à la sortie du patient. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que écrire un courrier, remplir un questionnaire sont les premières formes d'engagement d'un patient. Il s'engage dans l'amélioration de la qualité des soins et du fonctionnement de l'établissement, même s'il n'en a pas tout à fait conscience. L'idée aussi de faire participer le patient et ses proches à un projet qui le concerne, quel que soit son âge d'ailleurs, a fait aussi son chemin et commence à être une réalité. Alors, vous voyez que je suis positive là. Hein. Et donc, c'était pas un reproche, hein, pas du tout, au contraire. Hein. Et donc, le patient est lui aussi devenu incontournable. Sa parole compte et le temps où le professionnel parlait pour lui, on voit bien qu'il s'éloigne de plus en plus. Pour preuve, les éléments forts qui sont sur la diapositive qui est affichée, renforcer sa capacité à agir, l'impliquer et impliquer ses proches, recueillir son expérience, s'appuyer sur son expertise, impliquer les représentants des usagers, les associations, prendre en compte le point de vue du patient. Et si Loïc veut bien passer à la diapo suivante. Voilà, alors je ne vais pas reprendre la diapositive, mais je vais plutôt faire une synthèse et ça me permet de revenir sur la question du développement des relations entre les représentants des usagers et les établissements. Le critère qui est affiché donne les indications sur ce qui est attendu et ce vers quoi on tend pour aboutir à un vrai partenariat, parce que c'est là la question. Alors, l'implication des représentants des usagers, elle va être effective s'ils sont informés dans un langage accessible, s'ils sont écoutés, consultés, s'ils sont sollicités pour participer, si à partir du moment où ils sont sollicités, ils s'impliquent, s'ils sont force de proposition, etc., etc., s'ils ont accès aux résultats, c'est aussi le plus important en l'occurrence avec la 2020, et je rajouterai que ce partenariat, il s'exprime complètement à travers la réalisation d'un projet des usagers au sein du projet d'établissement qui reste un geste fort de l'implication des représentants des usagers dans la vie institutionnelle. Diapo suivante, Loïc. S'il te plaît. Voilà, alors Loïc a fait état tout à l'heure de ces écarts, de ces résultats qui s'écartent de plus des exigences. Je reviendrai simplement sur les trois qui sont écrits en gras sur la diapositive. Il est question bien sûr de l'information et de la rédaction des directives anticipées. Il est question de l'invitation du patient à faire part de son expérience et à exprimer sa satisfaction. Et je reprendrai le troisième critère, l'information sur les représentants des usagers ou associations de bénévoles qui peuvent l'accompagner et sur les aides techniques et humaines dont il peut avoir besoin. Voilà, ce sont vraiment ces trois critères, peut-être sur lesquels, et on va passer à la diapo suivante, peut-être sur lesquels, merci, on peut identifier des actions qui pourraient être portées par le représentant des usagers. Il pourrait participer pour porter l'information sur le droit à déclarer ces directives anticipées, sur les modalités des déclarations des événements indésirables graves liés aux soins, sur la façon d'exploiter les résultats ISATIS dans les actions d'amélioration de la qualité élaborées par la commission des usagers. J'ai vu passer dernièrement, ces derniers jours, qu'il y avait un rapport de la Haute Autorité de Santé qui permet d'accéder au verbatim, et j'ai cru comprendre que les établissements pourraient bénéficier d'une information sur les verbatims de leurs propres patients.
Autre action, promouvoir l'information du patient sur la possibilité d'être accompagné par un représentant des usagers ou une association. Alors, l'affichage existe certes, mais peut-être qu'il faut trouver d'autres moyens d'information. Et puis, en fait, le dernier point, je l'ai déjà abordé, c'est le sujet du projet des usagers qu'on voit vraiment, qu'on devrait voir se développer dans les établissements. Et dernière diapo, Loïc, merci. Ça sera la dernière et qui me permet de dire pour mémoire que vous avez la Haute Autorité de Santé et France Assos Santé qui mettent à votre disposition des outils pédagogiques que je vous engage vraiment à consulter et à utiliser sur les sites que vous connaissez bien. Et merci de m'avoir donné la parole et pour votre écoute. Merci beaucoup et je m'excuse encore d'avoir été vraiment trop vite en besogne. C'était en effet important de développer l'ensemble de ces informations. Vraiment, merci beaucoup Annie. Et donc, je me tourne vers Simone Néron, expert visiteur coordonnateur à la HS. Première question peut-être dans le cadre de vos missions de coordonnateur. Comment, avec l'équipe d'experts visiteurs, vous prenez en compte la note de contexte sanitaire et social qui a été évoqué tout à l'heure et qui est transmise par l'établissement en amont de la visite. On est dans un contexte tout à fait particulier aujourd'hui, d'où cette note de contexte sanitaire et social. Et donc, comment est-ce que vous, experts visiteurs, avec l'équipe d'experts visiteurs, vous utilisez cette note? Bonjour à tous. Oui, c'est une information importante pour l'équipe d'experts visiteurs, cette note de contexte. Dès que je la reçois en tant que coordonnatrice, je la partage tout de suite avec tous les membres de l'équipe d'experts visiteurs. Parce que c'est beaucoup d'informations, notamment sur des difficultés liées à des tensions au niveau des ressources humaines, le recours important à l'intérim, un turnover inhabituel des équipes. Ça peut être aussi des postes vacants, des lits fermés. On a également des établissements qui ont un impact important des crises Covid successives, qui peuvent avoir des difficultés sur l'accueil des urgences ou sur les filières de pédiatrie, puisque c'est l'actualité en ce moment. Donc, c'est vraiment important pour nous, puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, nous, en fait, nous sommes énormément sur le terrain avec les professionnels dans les unités, dans les secteurs d'activité d'établissement. Donc, moi, dès que j'ai cette note, j'en discute avec l'équipe. Ça nous aide à bien comprendre le contexte de l'établissement avant d'arriver sur le terrain. C'est également aussi important pendant la visite pour nous parce que ça nous aide à faire preuve de bienveillance. Hein, on l'a dit, c'est très important la bienveillance avec les équipes de l'établissement qu'on rencontre. Ça nous amène aussi à faire preuve d'adaptabilité. On peut tout à fait faire des aménagements au calendrier de visite si c'est nécessaire pour intégrer des éventuelles tensions. C'est aussi important parce que c'est le relais finalement de la parole des professionnels, puisque on a beaucoup d'échanges avec les professionnels et souvent à la fin des entretiens, ils nous font part de leurs difficultés. Donc le fait d'en avoir connaissance en amont, c'est vraiment important. Alors, il y a quelques chiffres hein, sur les 258 établissements qui avaient une visite entre septembre et décembre 2022. Il y a un peu plus de 100 notes de contexte qui ont été reçues par la Haute Autorité de Santé, avec une vingtaine de demandes de report. Ces demandes de report, elles sont acceptées, bien sûr, quand c'est nécessaire, puisque c'est vrai que l'objectif de la visite, c'est d'avoir une photographie du fonctionnement habituel de l'établissement, et donc la visite est reprogrammée si ça n'est pas possible. Mais souvent, les établissements, en fait, ont envie, souhaitent maintenir la date de la visite, parce que ça a été dit tout à l'heure par l'équipe du CH de Valenciennes. En fait, les équipes sont contentes quand même de montrer le travail qu'elles font malgré le contexte difficile. Elles sont contentes de valoriser ce qui est fait en termes de démarche qualité-sécurité des soins. Très bien. Alors, et du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour l'équipe d'experts visiteurs d'avoir ces éléments? Comment est-ce que c'est utilisé dans le calendrier de la visite?
Alors, dans le calendrier de la visite, ça nous amène à faire des aménagements. Hein, donc, on peut modifier certaines séquences, faire des inversements, s'adapter en fait à la disponibilité des équipes quand elles sont en situation de tension. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on reste factuel, hein, c'est-à-dire que les constats qu'on réalise en visite, en fait, c'est le reflet de la réalité de ce qu'on voit sur le terrain, hein, avec l'éclairage bien sûr du contexte particulier, le cas échéant, mais on a parlé de bienveillance, d'adaptabilité, mais vous comprenez bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on va transiger finalement sur les situations qui peuvent générer un risque pour la sécurité de la prise en charge des patients. En fait, nous sommes nous-mêmes experts visiteurs professionnels en activité. On connaît nous aussi des difficultés dans nos établissements de santé et on arrive à faire la part des choses entre ce qui relève d'un contexte particulier, d'une situation de tension particulière et puis de pratiques qui peuvent générer des risques pour les patients. Très bien, je pense que ça nous fait une bonne compréhension de la particularité au sein de ce nouveau dispositif de certification, comment est-ce qu'est pris en compte la particularité du contexte. Merci beaucoup à tous ceux qui du coup sont venus apporter leur témoignage et sur la façon dont la nouvelle certification se passe. Je vais maintenant redonner la parole à Loïc Guéribin, adjoint à la chef de service, et puis à Catherine Gindre, qui est membre du collège de la HS et puis qui est présidente de la commission de certification, qui vont vous parler tous deux du processus décisionnel qui va mener la commission à prononcer une décision de certification. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez. Le premier point, évidemment, et ça répondra à certaines questions que vous posez dans le chat, sur la manière dont la commission de certification prend la décision. Plusieurs points. Le sujet autour de ces résultats que je vous ai présentés tout à l'heure, Simone Nérom le disait à l'instant, sur la prise en compte du contexte dans la manière dont la décision est prise par la commission, mais évidemment, et ce que disait Simone, la prise en compte du contexte ne veut pas dire que certains points seront mis de côté, notamment quand ils sont en situation de mettre le patient en danger ou des professionnels ou qu'ils traduisent une mauvaise pratique dangereuse. L'objectif principal, c'est de contextualiser et évidemment de préciser les principes de cette évaluation et de cette analyse par la commission de certification et de vous expliquer comment tout ça marche en vrai. Alors, hop, la suivante. Donc, vous le voyez, petit rappel rapide, entre la fin de la visite et la diffusion du rapport, il se passe 4 mois. Dans les 15 jours qui suivent la visite, vous recevez une première version du rapport, 1 mois pendant lequel vous pouvez faire certaines observations à ce rapport, et puis ce rapport, il est, au regard de vos observations, défini dans une version définitive qui est transmise à la commission de certification pour prise de décision. Cette prise de décision, elle est basée sur plusieurs éléments, et peut-être laisser Catherine Gindre vous présenter comment se passent les débats en commission de certification. Oui, merci Loïc et bonjour à tous et à toutes. Oui, nous avons parfaitement conscience que dans un certain nombre de cas, nombre d'entre vous ont ressenti un peu d'amertume, parfois de la déception, parfois de la frustration à l'occasion des décisions qui ont été prises après ce délai de 4 mois, comme vient de le rappeler Loïc, entre le moment où s'est fait la restitution de leur visite, tout l'investissement et la dynamique qui a été créée autour de cet événement dans leurs établissements, et la réalité de la décision qui est prise quelques mois après. Alors, je crois qu'il est important de revenir sur plusieurs aspects. Le premier, ça vient d'être illustré par Simone et rappelé par Loïc, la prise en compte du contexte. La prise en compte du contexte, il s'inscrit dans la volonté qui est la nôtre d'être au plus près de vous, de vos difficultés, de vos éléments de contexte et réactif par rapport à ça. Il est aussi, et donc Amélie l'avait rappelé dans son propos liminaire, dans la volonté que nous avons avec la présidente de la Haute Autorité de Santé de vous donner la parole et de vous donner la possibilité d'exprimer les éléments qui vous paraissent importants et qui donnent la meilleure photographie possible de l'établissement
dans lequel que vous dirigez, puisque c'est la gouvernance des établissements qui nous répond sur ces sujets-là, avec la possibilité, de manière très hétérogène et très libre, de nous faire passer les messages que vous souhaitez faire passer. Simone l'a rappelé, ces messages-là sont très importants et une aide précieuse pour les experts visiteurs, mais comme elle l'a dit et comme l'a rappelé Loïc, pour autant, ça ne peut conduire à brader le niveau d'exigence qui est celui de la Haute Autorité de Santé quant au niveau de qualité et de sécurité attendu, tel que le référentiel donc l'identifie. Donc, à partir de là, donc, un processus de décision s'engage après la phase donc, de constat. Une fois encore, je le redis parce que ça vous a déjà été dit, mais c'est important qu'on reprenne cette étape-là. La restitution à l'issue de la visite est une photographie globale du résultat de l'établissement à un instant T, disons. Après, et seulement après, s'enclenche le processus décisionnel. Et c'est toute cette phase pendant ces 4 mois qui va effectivement amener à la décision. Alors, comment cela se passe-t-il? Alors d'abord, la commission de certification, c'est une commission qui comprend 20 membres qui sont nommés pour 3 ans, qui sont avec une représentation pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. Il y a des médecins, des soignants paramédicaux, il y a des directeurs d'établissement, il y a des représentants d'usagers. Donc, l'ensemble de ces membres se réunit donc de manière régulière pour effectivement assurer ces décisions, en général sous la forme d'une commission restreinte, à peu près tous les 15 jours, qui comprend au minimum 6 membres, qui sont donc issus de cette commission plénière. Donc, que se passe-t-il dans ces fameuses commissions? Donc, que je préside, et je préside cette commission au nom de la Haute Autorité de Santé et du collège dont je suis un des membres et désigné pour être effectivement présidente de cette commission. Donc, les décisions qui sont prises par le collège, par la commission, sont prises par délégation du collège de la Haute Autorité de Santé. Donc, que se passe-t-il lorsque, effectivement, les dossiers des établissements arrivent en commission? Ils ont déjà fait l'objet d'une instruction préalable dans ce délai, dans ce processus donc des 4 mois qui vous a été indiqué, et il a fait l'objet d'une analyse plus détaillée que celle qui peut être présentée lorsque vous avez la restitution globale. Une analyse détaillée, Loïc vous l'a dit tout à l'heure, elle se fait détailler par des chiffres et par une analyse précise de l'ensemble des verbatim, constats, commentaires qui ont été faits par les experts à l'occasion de la visite. Elle concerne chacun des chapitres dans le détail, chacun des 15 objectifs, chacun éventuellement elle prend en compte les rapports d'anomalie qui ont pu avoir été rapportés à l'occasion des visites. Elle prend aussi en compte chacun des critères impératifs et c'est l'ensemble de ces éléments d'analyse qui permet effectivement une discussion et une instruction préalable entre le chef de projet de l'HAS, le coordonnateur de visite et le membre de la commission de certification qui est désigné pour chacun des dossiers et qui a procédé à une analyse complète du dossier avec les équipes pour effectivement présenter à la commission de manière totalement contextualisée et détaillée les résultats de cette analyse de dossier et qui propose un niveau de décision qui fait l'objet d'un débat au niveau de la commission. Alors, les modalités de décision, donc on reprend une partie de ce que je viens de vous dire, et donc à partir de là, effectivement, la décision est prise sur les 4 niveaux possibles, avec donc je dirais une possibilité pour les établissements, et vous le savez, de faire un recours lorsque la décision leur est communiquée, recours gracieux auprès de la Haute Autorité de Santé, et c'est à ce moment-là le collège de la Haute Autorité de Santé qui prendra la décision sur le recours gracieux. Le recours gracieux est préalablement instruit par les mêmes équipes
et c'est en commission qu'effectivement une instruction du recours et des différents éléments de ce recours est validée, et c'est moi, en tant que présidente de la commission, qui rapporte au collège chacun des dossiers de recours. Loïc, je n'ai rien oublié? Non, je ne crois pas. Bon. Bon, merci. Oui, il y avait peut-être un tout dernier point, effectivement, pour aller jusqu'à la suite du process. Effectivement, une fois que la décision a été prise, que ce soit par la commission en première intention ou par le collège suite à un recours gracieux, évidemment, le rapport, et ça existait depuis toujours, le rapport est diffusé sur le site internet de la HAS, également sur Scaliscope, qui est donc l'outil qui a été construit en remplacement de Scope Santé pour ceux qui en avaient l'habitude, transmis à la tutelle de l'établissement, et évidemment l'établissement encouragé à en faire la plus large diffusion possible en interne et auprès des usagers et des patients qui le prennent en charge. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Loïc pour cette explication du processus décisionnel. Et puis, alors un autre élément important qui a été évoqué par les uns et par les autres, c'est le fait qu'on est dans une démarche, un dispositif qui prend en compte le contexte et qui régulièrement s'ajuste. Et donc, c'est Anne Chevrier, à ma gauche, qui va vous parler de ce sujet. Donc, effectivement, vous l'avez, je pense, vu, nous avons communiqué fin septembre sur les ajustements du référentiel. C'est le deuxième ajustement depuis 2020. Ça ne remet pas en cause les grands fondamentaux, ni des exigences de qualité, ni sur les méthodes, mais c'est pour améliorer la lisibilité de certains avec le retour d'expérience que l'on a pu avoir des établissements eux-mêmes, des professionnels, des experts visiteurs. L'objectif, c'est de clarifier les attendus, utiliser des mots plus compréhensibles pour comprendre ces attendus. Ça a été aussi l'occasion de mettre à jour des nouvelles recommandations qui ont été publiées essentiellement par l'HAS, mais aussi dans des textes réglementaires ou par des sociétés savantes. Et puis, en tant qu'organisme de certification, au niveau international, on parle d'accréditation. Nous sommes nous-mêmes soumis à une certification. Et oui, nous avons été visités par des experts visiteurs étrangers, d'ailleurs, puisque c'est un organisme international. Et nous avons été audités sur notre référentiel, sur notre organisation, sur la façon dont nous recrutions et nous formions les experts visiteurs. Ils ont entendu d'ailleurs quelques établissements et quelques experts pour avoir aussi sur le résultat un retour du terrain. Et donc, ils nous ont fait quelques recommandations. Notamment sur notre référentiel, et je vais donc vous présenter les principales modifications parce qu'elles sont peut-être en nombre, en ajustement de vocable important, mais dans le fond relativement peu nombreuses. Slide suivante. Donc, nous avons principalement une évolution. Loïc, je veux bien la slide suivante. Voilà. L'année dernière, nous avions renforcé un critère standard par un critère impératif, deux critères standards par deux critères impératifs. Là, les critères impératifs restent les mêmes, mais nous avons rajouté, et l'ISPOA nous en a fait la remarque, mais également des retours d'expérience qui nous ont conduit à rajouter un critère sur la promotion et le soutien de recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs. Donc, nous avons rajouté ce critère. Nous avons également sur les critères qui faisaient référence aux événements indésirables et aux événements indésirables graves liés aux soins, rajouter la notion de presque accident, considérant le fait que c'est aussi une sensibilisation des professionnels, c'est-à-dire de peut-être ne pas attendre l'événement indésirable, mais essayer de s'organiser pour capter effectivement toutes les situations qui ont pu être stoppées pour que c'est un impact sur le patient, mais pour lesquelles effectivement on a pu éviter un accident, donc un presque accident.
Donc, nous avons rajouté dans ces critères-là cette notion-là. Nous avons aussi renforcé l'implication des usagers en demandant à ce que le projet des usagers soit formalisé. Effectivement, c'est une évolution. Nous savons que ça n'est réglementairement pas obligatoire, mais il nous a semblé que dans la démarche qualité, que les usagers aussi soient acteurs auprès de l'établissement et que ce projet puisse être formalisé et que la gouvernance en prenne connaissance était quelque chose qui allait bien dans le sens des évolutions que nous souhaitions sur les fonctionnements autour de l'implication du patient. Nous avons aussi opéré quelques clarifications et simplifications avec, dans le cadre des travaux sur la conférence de consensus qui a eu lieu sur la bientraitance et la lutte contre la maltraitance. Nous avons réintégré certaines définitions et c'était aussi un retour d'expérience, notamment la maltraitance ordinaire n'était pas très bien comprise. Là, au moins, ça nous a semblé plus clair et plus cohérent. Nous avons également rendu, effectivement, c'est le retour d'expérience, nous avions des exigences par rapport aux dispositifs médicaux implantables et ce critère qui était un critère standard, bah, évidemment, ne s'appliquait pas à tous, donc on l'a rendu plus spécifique sur la chirurgie et l'interventionnel, ça évite une mauvaise perception pour ceux qui ne sont pas concernés, ainsi que pour les prélèvements et les greffes, nous avons un petit peu clarifié nos attendus avec des critères plus spécifiques sur la chirurgie interventionnelle qui sont passés sur les soins critiques parce qu'effectivement, c'est plus là que ça s'opère et nous avons également renforcé quelques attentes en ce qui concerne l'organisation sur les candidats potentiels au greffe et le suivi de ces candidats. Donc voilà, en ce qui concerne ce référentiel, rappelez que vous l'avez d'ores et déjà en ligne, il est disponible et l'outil d'appropriation que nous avons également en ligne sur le site intègre cette nouvelle version V2023, mais bien sûr, ce référentiel, pour le moment, c'est pour que vous puissiez en prendre connaissance. Il ne sera applicable qu'à partir de janvier, pour les visites qui auront lieu à partir de janvier 2023. Voilà. En ce qui concerne aussi un petit rappel sur les outils d'appropriation, et nous sommes friands et n'hésitez pas à nous faire des retours sur vos besoins pour mieux appréhender, mieux comprendre ces attendus qui rentrent dans un système qualité générale. Donc, je vous le rappelle, sur le site, nous avons mis quelques supports sur le référentiel en 4 pages, sur l'information auprès du patient, sur des affiches disponibles sur les objectifs et sur les critères impératifs. Nous avons également développé des fiches pédagogiques pour avoir une vue un petit peu transversale et une bonne appropriation du référentiel en fonction de certaines thématiques. Il y en a 27. N'hésitez pas non plus, si vous estimez avoir des besoins, à nous les faire remonter. Nous envisageons d'en produire d'autres et on reviendra vers vous dès que ce sera réalisé. Donc voilà, n'hésitez pas, si on peut faire profiter, si on peut être le lien entre l'ensemble des établissements pour vous faire profiter à tous de certains supports, nous le ferons bien volontiers. En ce qui concerne le recrutement des experts visiteurs, un petit point. Donc, nous avons, comme nous l'avions déjà dit lors des précédents webinaires, et c'était aussi dans le cadre de la médicalisation, nous avons renouvelé notre cheptel d'experts visiteurs avec bon nombre de médecins, notamment. Vous voyez que nous sommes à 354 médecins. Alors pour certains, puisque vous savez qu'il y a des profils particuliers, c'était vraiment notre volonté de développer la méthode du patient traceur qui est plébiscitée et qui fait sens pour tout le monde, avec soit des experts, donc 215 d'entre eux, qui participent à l'ensemble de la visite, et 139 qui sont mobilisés une journée dans le cadre de la visite pour arriver en renfort, pour réaliser davantage de patients traceurs. Nous sommes toujours, parce que
demandeurs, de nouveaux candidats, parce qu'en fait, si on a augmenté ce cheptel, c'est véritablement pour être en capacité de donner les bons profils et de mobiliser les bons profils en fonction du profil de l'établissement. Et ça, on essaye de spécialiser de plus en plus, puisque c'est une approche terrain, avoir des experts qui connaissent bien et qui vont rencontrer des équipes ou des patients sur des secteurs d'activité qu'ils connaissent bien, c'est fondamental. C'est d'utiliser le même vocabulaire, c'est être en capacité d'avoir une expertise et d'être attentif à ce qui est important de souligner comme belle prestation des équipes, et puis aussi d'être en capacité de rapidement, avec cette vision d'expertise, de voir quels pourraient être effectivement les écarts par rapport à certaines recommandations de bonne pratique. Donc ça, c'est important, ça a été souligné précédemment sur la bonne relation entre les experts visiteurs, et ça fait partie et ça nourrit effectivement lorsque les professionnels se sentent entendus et sentent qu'ils ont des interlocuteurs avec qui effectivement ils peuvent partager effectivement et peuvent présenter leurs préoccupations. Donc ça, c'est important. On fait encore appel à des nouvelles candidatures de médecins, de directeurs de soins, de cadres supérieurs de santé en kinésithérapie. Donc, on sait que la situation au niveau des effectifs est compliquée. Néanmoins, on sait aussi que le retour des experts et le retour pour les établissements est très positif lorsque des experts ont pu aller faire des visites et revenir dans leur établissement. C'est aussi très positif pour les établissements pour aider et avoir cette vision de développement de la qualité qu'ils ont vue ailleurs et puis sur lesquels on a aussi, puisqu'on les forme, donné quelques informations. Donc voilà, merci beaucoup Anne. J'espère que le message est bien passé. Et surtout, n'hésitez pas à candidater. Il y a une page dédiée à ce sujet sur le site internet de la HAS. C'est important là qu'on passe un peu de temps à faire une réponse aux questions qui ont été posées, en tout cas à une partie d'entre elles. Et donc, je te rends la parole, Anne, immédiatement. Alors, il y a eu effectivement beaucoup de questions, mais je pense que Catherine Gindre et Loïc Héribin y ont répondu sur effectivement l'écart de perception que les établissements ou les équipes pouvaient avoir entre la restitution de fin de visite et puis les résultats. Alors, nous l'entendons, nous allons développer effectivement certaines actions auprès des coordonnateurs de visite pour vous donner le bon message. Les scores sont un indicateur, le score global et le score par chapitre est un indicateur, certes, mais comme vous l'a dit Catherine, et je pense pouvoir lui redonner la parole, ça n'est pas le seul. C'est important d'avoir une homogénéité des résultats, d'avoir de la cohérence sur l'ensemble des résultats et à tous les niveaux. Et puis, c'est vrai qu'on attache une importance toute particulière aux résultats des critères impératifs. Catherine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Nous avons eu énormément de questions sur effectivement cet écart, mais je sais que j'ai entendu que tu l'avais déjà avancé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu n'as pas ton micro, Catherine? Non, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus à ce que j'ai dit pour l'instant. Encore une fois, on est parfaitement conscient de ça et on le voit notamment dans un certain nombre de recours gracieux qui nous ont été faits ou d'échanges qui ont pu avoir lieu, et Loïc peut le redire, entre les équipes d'établissement et les équipes de l'HAS à l'issue de décisions. Je crois qu'effectivement, d'abord, on a aussi travaillé, et tu viens de le redire, Anne, avec les experts visiteurs et les coordonnateurs pour que soient ajustés aussi les messages en restitution et qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur les attendus, y compris dans un contexte très difficile d'établissement, les attendus et les résultats auxquels on aboutit, qui parfois sont globalement tout à fait encourageants, voire déjà très bons,
mais pour autant ne permettent pas d'aller au niveau où l'établissement pense qu'il peut aller parce qu'on lui dit qu'il est par exemple éligible à la mention ou éligible, c'est souvent dans ces configurations-là qu'effectivement les déceptions sont grandes, mais effectivement, encore une fois, lorsqu'on fait une analyse détaillée de l'ensemble des critères, des objectifs, lorsque l'on reprend un certain nombre d'éléments d'analyse de manière beaucoup plus détaillée et que l'on regarde globalement l'ensemble de ces analyses, on s'aperçoit effectivement que on n'est pas tout à fait à l'attendu, je dirais, requis pour atteindre ce niveau de certification. Encore une fois, le 100%, je dirais, de l'attente de la réponse aux attendus du référentiel, c'est la certification. Et lorsqu'on est en certification avec mention, on est au-delà de ça et on est dans quelque chose qui répond véritablement au-delà des attentes du référentiel. Et donc, je crois qu'il faut ne pas se tromper d'objectif et je crois que nombre d'établissements qui sont certifiés avec une certification simple ont déjà des résultats qui sont extrêmement significatifs en matière de réponse à la qualité et à la sécurité des soins et donc à l'attente des populations qu'ils desservent. C'est déjà très bien. Tout le monde ne peut pas, même si effectivement je m'en satisferais la première, tout le monde ne peut pas être certifié avec mention. Aujourd'hui, ça reste une exception et une exception qui est fondée sur un certain nombre d'éléments d'appréciation et de critères qui ne sont pas toujours réunis et qui, en l'occurrence, ne le sont pas lorsqu'on prend la décision de ne pas effectivement les certifier à ce niveau. Sinon, j'ai une autre question en ce qui concerne les modalités d'organisation des visites suite à une décision de non-certification ou de certification sous condition. Alors, puisqu'effectivement, dans l'ancien dispositif, les visites de suivi étaient un petit peu ciblées en fonction des thématiques. Non, là, c'est véritablement une nouvelle visite. Nous refaisons totalement une nouvelle visite sur l'ensemble du référentiel. On essaiera de faire en sorte d'ailleurs que les équipes d'experts éventuellement soient un petit peu… on ne reprendra pas forcément les mêmes experts, loin de là. Et donc, une certification sous condition, eh bien, c'est une nouvelle visite entre 6 mois et 12 mois. On pourra peut-être, en fonction des conditions de tension, pouvoir décaler encore jusqu'à 18 mois. Mais enfin, c'est une nouvelle visite dans un temps relativement rapproché. Et puis, une visite qui est organisée suite à une décision de non-certification. On en prend peu, comme vous nous a montré Loïc, mais en règle générale, c'est parce qu'il y a quand même des problèmes de fond et qu'il faut du temps aux établissements. Si la commission a pris ces décisions, c'est parce qu'elle mesure l'importance et elle n'a pas pris ça à la légère, loin de là. C'est toujours des décisions très compliquées à prendre que de prononcer une non-certification, mais c'est qu'en règle générale, le constat est c'est lourd et qu'on mesure qu'il y a beaucoup de modifications en termes d'appropriation, de changement de culture, d'organisation et qu'il est nécessaire d'avoir 2 ans, 1 an à plus de et à 2 ans de révision, mais c'est une nouvelle visite complète qui est organisée. J'ai également une question en ce qui concerne les notes de contexte. Alors, à quelle date, à quel délai avant la visite il est souhaité de l'avoir? En termes d'organisation, l'idéal, c'est de l'avoir de façon entre 1 mois et 15 jours avant la visite. 5 mois avant, ça ne sert pas à grand-chose parce que le contexte a pu évoluer. Et puis, en dessous de 15 jours, c'est difficile parce que l'équipe d'experts visiteurs ne va pas pouvoir se l'approprier. Ce qui est important, c'est donc de bien désigner les secteurs qui sont amenés à être fermés, les secteurs sur lesquels on sait qu'il y a particulièrement des tensions, Catherine vous l'a dit. L'objectif de la certification, c'est de faire une image, mais Simone vous l'a dit aussi, en fonction du contexte, les experts vont prendre en considération et prendront les bons mots en fonction des secteurs un petit peu difficiles.
Donc voilà. Et j'ai une autre question sur le même registre. Est-ce que, puisque ça avait été demandé pour le quadri, ça avait été demandé à la fin de l'été jusqu'à fin décembre, oui, nous allons continuer cet appel aux établissements s'ils peuvent nous faire ces notes de contexte pour les visites à partir de janvier et poursuivre. Donc effectivement, nous poursuivons ce dispositif. Voilà, je crois que vu le temps, je vais laisser la place à la conclusion. Ouais, et donc on va laisser la parole à Madame Catherine Charme pour la conclusion. Oui, merci Emmanuel. Peut-être juste avant de conclure, insister sur un point sur lequel on ne s'est peut-être pas assez exprimé. Cette note de contextualisation, à quelque échéance que vous puissiez la produire, encore une fois, c'est une aide précieuse à la fois au moment de la visite et après au moment de la décision de certification. C'est aussi, encore une fois, on vous l'a dit, ça n'est pas un outil qui est destiné effectivement à changer le niveau d'appréciation de la réalité de la situation. Simone, vous parlez tout à l'heure du caractère factuel de l'appréciation qui est portée sur la situation telle qu'elle est par rapport aux attendus. Par contre, c'est un outil et c'est une possibilité qui nous est donnée de vous accompagner, de vous aider, et aussi c'est un outil d'alerte vis-à-vis des autorités de tutelle et en particulier des ARS lorsque les situations nous paraissent le justifier, et nous l'avons déjà fait et nous continuerons à le faire dans le rôle d'alerte qui est le nôtre lorsque nous considérons que des établissements sont dans des situations critiques et qu'ils doivent faire l'objet d'un appui, voire d'un accompagnement, voire d'aides diverses et variées par des autorités de tutelle. Donc pour terminer simplement, je voulais vous remercier parce que je sais que vous avez été très nombreux à assister à ce webinaire. Vous remercier. J'espère que vous aurez trouvé dans cet échange beaucoup d'éléments de réponse aux questionnements qui peuvent être les vôtres ou de confirmation de ce que vous aviez déjà un peu en tête, et vous redire toute la volonté que nous avons à la fois de vous accompagner au plus près de la réalité de ce qu'est votre quotidien, de vous accompagner, d'être vigilant, d'être transparent, avec un objectif que je sais que nous partageons, qui est celui d'améliorer la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé. Merci à tous. Je m'associe, on va donc conclure et se quitter. En effet, hein, vous étiez plus de 1600 à assister à cette conférence, et donc merci à tous. Je vous rappelle que dans le chat a été posté un très court questionnaire de satisfaction, et donc on vous encourage très vivement à le renseigner avant de vous déconnecter. Les ajustements du référentiel et tous les outils sont, comme vous le savez, disponibles sur le site de la HAS. Je vous rappelle qu'on va mettre en ligne très prochainement le replay de cette conférence et la mise à jour de la foire aux questions. Je redis à tous merci beaucoup. Je vous rappelle que l'équipe de la certification est à votre entière disposition, et donc n'hésitez pas à la contacter. Voilà, très bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Au revoir.